à la thématique de notre journée, aborder la liberté dans le travail, la liberté du travail à travers la liberté académique, nous fait aborder un sujet vraiment très spécifique qui est celui qui concerne les enseignants-chercheurs de statut universitaire. Très spécifique en ce sens où on a là une profession qui relève d'un droit au travail particulier lié à ce que l'on appelle l'indépendance. Et c'est dans ce cadre-là d'indépendance ce n'est que dans ce cadre d'indépendance que le métier d'enseignant-chercheur peut s'exercer, en ce sens où il ne doit subir aucune pression, ne doit s'interdire aucun sujet, pouvoir être en capacité de tout aborder sans être contraint en quoi que ce soit. Or, depuis quelques temps, on s'aperçoit que les attaques contre la liberté académique, alors je dis la liberté académique en tant que principe, je ne parle pas des libertés, elles ne se divisent pas, je pourrais expliquer ça dans le détail, mais on n'a que 20 minutes, donc je ne vais pas entrer dans la question du singulier et du pluriel. Mais depuis quelque temps, donc, la liberté académique, elle est attaquée indéniablement, et il serait erroné de considérer que ce ne sont que les faits actuels et le contexte de ces quelques dernières années qui doivent nous servir à comprendre le processus. En fait, le processus, il est insidieux, il est inscrit dans la durée, en particulier par les différentes réformes de l'enseignement supérieur recherche que nous avons pu connaître en France et qui ont fragilisé d'une manière insidieuse cette liberté, non pas en attaquant de front la liberté, mais en l'attaquant par l'orientation des recherches, l'orientation de la manière d'enseigner. Donc je vais aborder de ce fait mon propos à travers cette fragilisation insidieuse liée à 2 décennies environ de réformes délétères dans l'enseignement supérieur français. Puis je vais essayer d'analyser cette liberté académique à travers la loi telle qu'elle est en France et montrer comment actuellement elle est fragilisée d'un point de vue institutionnel, y compris en interne, c'est-à-dire y compris par les universitaires eux-mêmes dans leur manière de définir, de penser, d'agir autour de la liberté académique. Alors, avant d'entrer dans tout cela, il s'agit dans un premier temps d'essayer d'expliquer ce qu'on peut entendre par liberté académique. Alors, on pourrait passer beaucoup de temps à la définir. J'ai choisi de rentrer dans la définition par une manière de la définir autour de l'indice de liberté académique. Pourquoi partir sur cette définition-là? Parce qu'elle est reconnue par un très grand nombre de chercheurs à l'échelle internationale, qu'elle a permis de définir un indice qui a été constitué par un peu plus de 2300 experts internationaux dans 179 pays et qui se définit en 5 thèmes. La liberté de recherche et d'enseignement, la liberté d'échange et de diffusion universitaire, la liberté d'expression académique et culturelle, l'autonomie institutionnelle des universités, l'intégrité des campus, qu'on peut rapprocher à la notion de franchise universitaire en France. Donc c'est une définition très large et qui englobe à peu près tout ce qui peut représenter en fait l'indépendance des enseignants-chercheurs, des chercheurs. Si on se sert de ces critères, on observe que la liberté académique à l'échelle mondiale est menacée et connaît une régression. Si on observe la situation en 2006 du nombre de citoyens qui vivaient dans une zone de liberté académique, et on s'aperçoit qu'en 2006, il y avait 1 citoyen sur 2. En 2024, ils ne sont plus que 1 sur 3. En fait, on observe une dégradation extrêmement rapide, avec notamment dans 34 pays où les attaques sont extrêmement fortes. Le dernier rapport sur le sujet datant du 13 mars 2025, venant à peine de sortir, et nous permet de mesurer cela. Et quels sont les pays touchés tout particulièrement? En Europe, c'est la Turquie, la Russie, la Hongrie, on n'est pas très étonné, on pourrait expliquer pourquoi. Dans les autres pays, on note en particulier l'Inde, l'Argentine, les États-Unis.
Alors, et les États-Unis, sans tenir compte des mesures prises actuellement par l'administration Trump. Donc, ça veut dire que c'est avant les mesures Trump. Hein. Donc, ça veut dire que c'était déjà un processus à l'œuvre très significatif. Et si vous regardez en fait à travers ces pays où se situent les problèmes, les problèmes ils se situent à la fois dans la manière de penser la démocratie, hein, et comment le pouvoir en fait est en train de se transformer en limitant la démocratie autour de deux remises en cause essentielles ou centrées autour de deux actions politiques essentielles, le nationalisme et le religieux, ou le religieux, alors le ou inclusif ou exclusif. Le contexte français des années 2020, de ces toutes dernières années, on s'aperçoit que les tensions autour d'un certain nombre d'événements ont joué un rôle non négligeable dans l'attaque de la liberté académique. Et touche au thème des discriminations, notamment discriminations ethniques, sexuelles, sociales ou religieuses, et autour de la question du wokisme. Et puis, la question du racisme, de l'antisémitisme et du rapport à l'islam va structurer une grande partie des événements marquants de ces dernières années. C'est l'utilisation du terme et la dénonciation autour du terme d'islamo-gauchisme et du lien avec l'antisémitisme et les propos tenus par un ministre qui est Jean-Michel Blanquer. Déjà, ça nous apparaît très loin, mais c'est très présent quand on voit ce qui se passe actuellement. C'est l'enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université qui a été voulue par la ministre Frédérique Vidal, qui était vraiment une volonté de condamner, mais au minimum d'intimider. C'est le plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine qui a été lancé par Elisabeth Borne, alors Première ministre, le 30 janvier 2023. C'est le courrier de Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et Recherche, du 27 octobre 2023, dans un contexte de montée de l'antisémitisme en lien avec la guerre entre Israël et le Hamas. Et c'est enfin, dernièrement, au Sénat, l'adoption à l'unanimité d'une proposition de loi pour lutter contre l'antisémitisme à l'université, qui a été adoptée par le Sénat le 20 février 2025, et on pourra en discuter, mais je trouve cela extrêmement préoccupant, parce que ça cible strictement l'université. Parmi les objectifs initiaux de cette loi, il a été dit explicitement que c'était lié aux actions menées par les étudiants dans le cadre des universités, et tout particulièrement de Sciences Po Paris. Développons donc sur les 3 points que je viens d'indiquer. La fragilisation insidieuse liée à 20 ans de réforme délétère de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Alors je vais aller un peu vite parce que je ne pense pas que ce soit le cœur, mais il faut être conscient que ça existe et que ça joue un rôle important. Et c'est un peu technique, alors je vais aller vite et c'est technique, c'est un peu embêtant. Mais enfin bon. Alors, ce système français de recherche et d'innovation qui a été pensé dans les années 80, hein, pour être clair, qui s'est structuré aussi sous l'impulsion du processus de Bologne. Et pour répondre donc à une manière de penser aussi l'univers de l'ESR à l'échelle européenne. C'est structuré à partir des années 2000, de l'annonce en 2003-2004 jusqu'à la loi de 2006. Et vous avez un certain nombre d'événements qui jalonnent ce processus. La création de l'Agence nationale de la recherche en 2005. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important cela? Parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on commence à mettre en place des dispositifs de pilotage massif de la recherche par appel à projet. Et des appels à projet qui sont ciblés sur un certain nombre de recherches que l'on veut voir mener. La création de l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en 2006, qui met en place une évaluation punitive, c'est-à-dire qu'on évalue non pas forcément pour aider, mais on évalue en notant, et en notant pour pouvoir attribuer ensuite les financements.
Dernière couche, l'évaluation de la vague E par l'HCERES qui a remplacé l'AERES. Ce haut comité créé en 2012 avait pour objectif de supprimer les notes, de ne plus être punitif, ce qu'il était au début. Nous venons d'avoir les premiers retours des rapports de l'HCRS pour la vague E. Il y a 5 vagues. Il y a 5 vagues. Et donc là, c'est et chaque année, une vague est évaluée. Donc là, c'est la vague E. Pour la première fois, la vague E montre à nouveau ce retour de l'évaluation punitive. Il ne fallait pas être grand clair pour se dire que ça allait nous arriver. Il fallait simplement entendre le président de la République parler en décembre 2023 et lire le rapport Gillet commandité par l'État pour savoir que ça allait finir par nous tomber dessus. Si on revient ensuite sur la loi décisive qui fait tout basculer, enfin, elle ne fait pas tout basculer, mais elle est un catalyseur. C'est la loi Liberté et responsabilité des universités de 2007 et les dispositifs qui sont mis en place. Cette loi, j'ai retenu 2 points qui me paraissent essentiels. Elle crée des contrats de droit privé à l'université. Elle concerne aussi bien les personnels administratifs et techniques, mais elle concerne aussi les enseignants-chercheurs. Alors elle ne va pas être beaucoup utilisée pour les enseignants-chercheurs dans un premier temps, mais maintenant elle l'est. Depuis quelques années, on recrute beaucoup de contractuels enseignants-chercheurs. C'est un moyen de contourner le statut des enseignants-chercheurs de statut universitaire. C'est le moyen de recruter des enseignants-chercheurs qui ne sont pas libres parce que ne disposant pas du droit d'indépendance constitutionnellement garanti pour les universitaires. C'est la mise en place du programme d'investissement d'avenir, PIA, qui est le premier très gros dispositif après l'ANR de pilotage de la recherche par les appels à projets au détriment de la diversité, qui va jusqu'à France 2030 aujourd'hui. Après la loi LRU, c'est-à-dire de 2007 jusqu'à aujourd'hui, le processus ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que le PIA va se décliner en PIA 1, 2, 3, 4 et France 2030. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase du PIA 4 qui se déroule de 2021 à 2025. Cette loi LRU a tout sauf été contredite, amendée. Elle a été au contraire renforcée par tous les gouvernements, qu'ils soient dits de gauche ou dits de droite. La loi ESR, due à une ministre socialiste dans un gouvernement, Premier ministre socialiste et un président socialiste, c'est la loi ESR de 2013 qui poursuit le processus. La loi de programmation de la recherche LPR de 2021-2030, lancée en 2021, aggrave toujours le processus. Je passe sur les détails de ces PIA, de la forme qu'ils prennent et en quoi ils vont toujours plus loin dans le pilotage de la recherche. Mais j'ai retenu un point en particulier, la mise en place de programmes et équipements prioritaires de recherche dès 2021. Donc ils vont cibler encore plus la recherche telle qu'elle doit se faire, les instrumentations telles qu'elles doivent être réalisées. Et puis il y a, référence tout à l'heure au président de la République en 2023, le lancement de l'acte 2 de l'autonomie, avec l'attente en juin de cette année des résultats pour mettre en place un dispositif de réorganisation complète de l'enseignement supérieur recherche en lançant l'acte 2 de l'autonomie, c'est-à-dire l'acte 1 c'était 2007 avec la LRU, là on doit avoir un deuxième acte qui va aller encore plus loin que 2007. L'idée étant d'aller vers un dispositif qui soit de plus en plus la terminologie autonome qui laisse beaucoup plus de liberté aux universités, mais qui en réalité les contrôle de plus en plus à travers des systèmes de contractualisation où on vérifie par rapport à l'attribution de moyens si les performances sont au résultat. Le mot performance apparaît. On est dans des logiques de new management. Pourquoi finalement mettre en place tous ces dispositifs? Pour des raisons idéologiques, c'est clair. C'est aussi pour déstabiliser les enseignants-chercheurs de statut universitaire par rapport à la liberté qui sont la leur. En effet,
si on regarde les textes tels qu'ils ont été mis en place par la loi Faure, puis renforcés par la loi de 84, textes qui continuent d'exister dans le Code de l'éducation tel qu'il existe aujourd'hui, on peut lire dans un article très important qui est le L952.2 que les enseignants-chercheurs disposent d'une pleine indépendance, une entière liberté d'expression. Les seules réserves, c'est le principe de tolérance et d'objectivité. Mais j'insiste sur ce point. Ce principe a été amendé par un ajout en 2020 qui a modifié l'article dont je viens de parler, où pour la première fois apparaît le terme de liberté académique, qui jusqu'alors n'apparaissait pas dans les textes. Mais il apparaît malheureusement avec un pluriel, mais peu importe. Il apparaît les libertés académiques qui s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Ça, c'est extrêmement important. Ici, il est fait référence au principe constitutionnel et cela rappelle les décisions du Conseil constitutionnel qui, analysant justement la position spécifique des enseignants-chercheurs de statut universitaire, avait conclu à la libre expression et à l'indépendance des personnels des universités. Le mot indépendance est un mot extrêmement fort. Il n'y a parmi les fonctionnaires que les magistrats judiciaires qui disposent du même niveau. Et encore, la différence avec les magistrats judiciaires, notamment par rapport aux magistrats du parquet, les enseignants-chercheurs n'ont pas de hiérarchie, n'obéissent à aucune hiérarchie. Ils ne sont gérés que par leur pairs. Pourtant, on assiste à un processus de fragilisation institutionnelle. Le processus de fragilisation institutionnelle, il est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire à l'action des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche et des premiers ministres dans leur manière d'essayer d'encadrer la liberté d'expression des enseignants-chercheurs. Et en faisant appel à la déontologie. Et c'est pour cela que il a été créé un collège de déontologie, et c'est pour cela ensuite qu'on saisit le collège de déontologie pour mesurer quels peuvent être les droits et libertés justement des enseignants-chercheurs dans l'exercice de leur métier. Et en particulier sur la question de l'expression des enseignants-chercheurs au sein des débats publics. Est-ce qu'un enseignant-chercheur peut s'exprimer librement dans les débats publics ou pas? Est-ce qu'il peut le faire à l'intérieur de l'université ou à l'extérieur? Et c'est pour cela qu'elle saisit le collège de déontologie, donc Sylvie Rotaillot, et qu'en découle l'avis du 29 mars 2024 sur l'expression publique des enseignants-chercheurs. Le collège recommande que les universitaires évitent les sujets controversés qui ne sont pas en rapport avec leur champ d'expertise. Que leur contribution au débat scientifique doit s'effectuer dans le domaine de compétences. Mais que les enseignants-chercheurs doivent cependant pouvoir parler ou écrire en public sans craindre la censure ou la discipline institutionnelle. Là, dans cet avis du collège de déontologie, vous êtes exactement dans une contradiction totale avec l'entière liberté d'expression des enseignants-chercheurs constitutionnellement garantie. Si on va encore plus loin dans cet avis, on note que la première spécificité concernant ces droits particuliers des enseignants-chercheurs,
que leur expertise inclut non seulement le domaine de spécialité et leurs travaux de recherche, mais plus largement le domaine de leurs enseignements, domaine dans lesquels ils disposent de leur pleine liberté. Donc, ils sont pleinement libres, mais seulement dans le domaine de spécialité. Ce qui signifierait que du coup, un enseignant-chercheur ne pourrait plus s'exprimer sur un domaine qui ne le serait pas reconnu comme n'étant pas son domaine de spécialité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous donnerai un ou deux exemples. J'ai souvenir, en ayant joué des coudes pour arriver à rentrer au Collège de France pour aller écouter Pierre Bourdieu, comment Pierre Bourdieu sortait très largement de son domaine de spécialité pour parler au Collège de France de choses qui n'avaient absolument rien à voir avec son domaine de spécialité. Pourquoi? Parce qu'il revendiquait d'être un intellectuel engagé, et au titre de l'engagement tel qu'il a été défini, je dirais, avec la création de la Ligue des droits de l'homme, avec l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire de faire des intellectuels, des êtres engagés, y compris les enseignants-chercheurs de statut universitaire, qui sont à l'origine, pour une partie d'entre eux, de la Ligue des droits de l'homme, qui en sont le premier vice-président, puis ensuite le deuxième président, et qui vont porter cette LDH à près de 200 000 membres dans l'entre-deux-guerres. Ils sont pleinement dans cette logique-là, et ils ne sont pas dans leur domaine de spécialité quand ils s'expriment, mais ils s'expriment aussi en tant que citoyens pour défendre ce qu'ils pensent être la vérité, la liberté. Et je pense aussi à Pierre Vidal-Naquet, éminent helléniste, qui, dans ses séminaires, alors qu'il intitulait toujours ses cours autour de la Grèce classique, avait des séminaires centrés sur la torture en Algérie, et la dénonciation de la torture en Algérie, et sur le négationnisme de la Shoah. Aujourd'hui, si on s'en tient à ce que nous dit ici le Collège de déontologie, Pierre Vidal-Naquet n'aurait pas pu faire cette recherche-là, n'aurait pas publié ses ouvrages parce qu'il était recruté comme un helléniste. Pourtant, les pairs l'ont reconnu comme tel puisqu'ils ont validé ses recherches, ils les ont publiées dans les collections universitaires ou dans des revues spécialisées, y compris d'ailleurs pour Vidal-Naquet les annales Économie, Société, Civilisation, c'est-à-dire une des meilleures revues historiennes en France. Donc les pairs le reconnaissaient, mais le Collège de déontologie ne le reconnaîtrait pas. L'aboutissement de ce contrôle, c'est de se dire que liberté académique, puisqu'on n'arrive pas à la définir, puisqu'elle est très large, outre le fait d'essayer de limiter les enseignants-chercheurs dans leur expression libre et en voulant les contraindre à être dans leur domaine de spécialité, eh bien, il faudrait arriver à dire mais c'est quoi la liberté académique? C'est quoi la liberté académique? Et pour ça, il faudrait arriver à définir dans le cadre d'une charte qui définirait ce qu'est la libre expression des enseignants-chercheurs. Et là, naît, depuis un peu plus d'un an, 2 ans pratiquement, cette volonté en fait de cadrer les choses. Je rappelle quand même qu'une charte, ça définit les règles à respecter, des droits et des devoirs, donc elle cadre la liberté d'expression. Et je ne peux pas m'empêcher de citer un des spécialistes scientifiques de la question de la liberté académique, Olivier Beau, qui a fait toute sa carrière pratiquement là-dessus. Et une phrase que j'ai retenue dans un des articles publiés dans Commentaire, tout cela avec le risque pris, si on devait cadrer, de réduire à néant la liberté académique en la mettant en balance avec les devoirs. Est-ce que ces chartes se développent? C'est la diapo suivante. Si vous avez fait attention, même si vous n'êtes pas spécialiste du sujet, depuis quelque temps, une association s'est créée qui s'appelle l'Association pour la liberté académique, ALIA,
et qui justement, sous couvert justement de permettre aux enseignants-chercheurs de se défendre, prône la rédaction d'une charte, rédige cette charte, en cadrant, en voulant bien faire, justement, l'espace de liberté qui serait celui des enseignants-chercheurs dans leur expression publique. Le CNRS, en parallèle, prépare un guide d'expression publique à destination de ces chercheurs. Le problème, c'est qu'en voulant préciser la libre expression à travers des chartes et des guides, en fait, c'est la liberté académique qui est limitée, puisqu'on cherche à en limiter, en préciser les contours. Si la liberté pourquoi préciser ce qu'est la liberté d'expression? La liberté d'expression se suffit en elle-même. Si vous commencez à essayer de la cadrer, alors vous êtes en train de limiter cette liberté d'expression, voire vous la supprimez. Alors, même les présidents d'université sont inquiétés, pour dire. Et les enseignants-chercheurs, dans leur organisation qui sert justement à gérer leur carrière, c'est-à-dire à être jugés par les pairs, c'est-à-dire le Conseil national des universités, le Conseil national des universités s'est lui aussi inquiété. Et il a rappelé par une motion très claire quels sont les principes et les valeurs fondant l'université. Et j'ai surligné ici une phrase que vous ne pouvez pas lire parce que c'est trop petit, donc je vais vous le lire. Okay. Les enseignants-chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression. Il est essentiel que les opinions et les connaissances puissent s'exprimer et se confronter dans la perspective de former des citoyens aptes à prendre des décisions éclairées. Ces principes fondamentaux et constitutifs des universités sont intangibles. Ceci a été voté à l'unanimité des présents de la commission permanente du Conseil national des universités. Et sur 157 votants, 3 n'ont pas pris part au vote. Donc c'est écrasant. Donc vous avez là aujourd'hui une situation très particulière de voir une université à travers ses représentants qui défend un principe intangible face à un pouvoir politique qui essaye d'encadrer l'expression au sein des universités, qui essaie d'encadrer la manière de s'exprimer des enseignants-chercheurs, qui essaie de contraindre les enseignants-chercheurs de chercher d'une certaine manière, de former d'une certaine manière, et qui dans les débats à l'intérieur de l'université essaie de limiter la possibilité d'avoir des débats totalement libres à l'intérieur des universités. Utilisant y compris l'argument selon lequel si les enseignants-chercheurs de statut universitaire sont indépendants, ceux qui ne sont pas de ce statut ne le sont pas, et les étudiants ne le sont pas non plus, si ce n'est que les universités ne sont pas simplement gérées et régies, ne sont pas simplement régies par ce principe intangible qui garantit la liberté des enseignants-chercheurs de statut universitaire, elle est aussi régie par ce que l'on appelle les franchises universitaires. Et les franchises universitaires ne concernent pas les personnes, mais concernent l'espace géographique de l'université à l'intérieur duquel s'exerce l'enseignement et la recherche, qui est un espace particulier que seuls les universitaires peuvent gérer et dont le seul officier de police judiciaire sur le site est le président d'université, seul à pouvoir décider de qui intervient ou qui n'intervient pas dans ce site protégé par les franchises universitaires. Et dans ce cadre-là, les étudiants peuvent s'y exprimer d'une manière libre, même s'ils ne disposent pas de ce droit intangible des enseignants-chercheurs appartenant aux corps universitaires. Cela qu'aujourd'hui la réglementation ou les lois qui sont votées
cherche à remettre en cause, à criminaliser en fait l'action des universitaires comme des étudiants, à l'intérieur comme à l'extérieur des universités. Pour finir, ce que je vous dis là, c'est des principes. Ces principes, à tout moment, peuvent évoluer à partir du moment où les juges qui disent le droit font évoluer la manière de concevoir ce caractère intangible. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement attentifs à toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui par le Conseil d'État, qui crée la jurisprudence et permet de dire si nous restons toujours aussi indépendants que nous le pensons. À ce jour, le Conseil d'État réitère, décision après décision, le caractère intangible. Parce qu'il n'y a pas que le Conseil constitutionnel à prendre en compte, il y a aussi le Conseil d'État. Mais la pression est forte, elle est très forte. Alors on me dirait, quand nous voyons ce qui vient de se passer depuis quelques semaines, quelques mois aux États-Unis, nous sommes bien loin des dangers que les chercheurs américains sont en train de subir. Oui, mais justement, ça, nous voyons comment, à un moment donné, dans un système qui est un système démocratique, fondé sur le droit positif, on peut arriver à briser des règles qui existent depuis des siècles, fondées sur l'indépendance des enseignants chercheurs, des chercheurs, en opposant justement la liberté des uns à la puissance politique des autres, revendiquée par le suffrage universel. Pour finir, je crois que je vais aller trop loin, mais ça nous amène à repenser la question du rapport entre droit positif et droit naturel, et ça nous amène à repenser ce qui fonde les droits fondamentaux de l'humanité, tels qu'ils ont pu être cadrés à un moment donné par des conventions ou des déclarations, notamment la déclaration universelle des droits de l'homme, qui relèvent de ces droits naturels et qui, en tant que droits intangibles, ne peuvent pas être remis en cause, y compris par un processus de suffrage universel ou d'un exécutif qui pourrait revendiquer la souveraineté populaire. Ce qui nous amène à nous interroger sur la place du fonctionnement des pouvoirs, de repenser Rousseau, de repenser Montesquieu, et de repenser Hobbes, de repenser Spinoza, et de réfléchir à tout ça, parce que je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on revienne aux questions fondamentales, philosophiques, majeures, de ce qui fonde le droit naturel, le contrat social. Sinon nous avons un risque extrêmement important de voir nos libertés d'une manière générale remises très sérieusement en compte, et nous serons là bien au-delà du tout petit nombre de ces quelques dizaines de milliers d'enseignants-chercheurs de statut universitaire remis en cause.